Good morning or good evening. Bonjour, bonsoir, selon là où vous vous trouvez. Je m'appelle Albert Chatat, éditeur, chercheur chez l'IPI. Je suis très heureux de vous inviter à cet événement 30 ans de radio dans le maintien de la paix. Je voudrais vous remercier la Fondation Hirondelle qui est partenaire et remercier également notre autre partenaire, l'UNESCO. C'est l'un des événements qui a été organisé pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, nous parlons des médias, tout particulièrement les radios, des missions des maintiens de la paix. Quand nous accédons à l'information, pour nombre d'entre nous, aujourd'hui, la radio ne vient pas à l'esprit en premier. Pourtant, dans de nombreux pays, la radio, c'est la principale source d'information pour la majorité de la population. C'est d'autant plus vrai dans les contextes de maintien de la paix en Afrique, où l'accès à l'Internet et aux autres médias est assez faible. Pendant plus de 30 ans, les radios ont fait partie des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. L'interprète souligne qu'il faut couper les micros des participants qui ne prennent pas la parole. Cela permet de fournir des informations fiables. Les, euh, les radios des Nations Unies sont confrontées à des problèmes. Et il est difficile de trouver un équilibre entre les différents rôles. Le rôle, servir la mission des Nations Unies, par exemple, et d'autre part, le rôle comme pour fournir des informations impartiales. Les stations de radio des Nations Unies doivent également trouver un équilibre entre l'information qui permettra de durer. En outre, il y a également tout un ensemble de changements technologiques auxquels sont confrontés ces radios. Il est de plus en plus difficile de travailler compte tenu de l'amenuisement de l'espace de la société civile et de campagne, aussi d'oppression. Il est dans certains contextes où les opérations de maintien de la paix vont quitter le pays, il y a également des questions qui se posent, comme en RDC. Et aussi, nous sommes confrontés à un environnement de la presse qui change, des médias qui change considérablement, changement de canaux d'information. Nous nous demandons également comment nous allons nous adapter aux diverses évolutions comme l'intelligence artificielle par exemple. Cela nous soulève des questions sur l'évolution des radios, y compris en intégrant plusieurs médias dans leurs travaux. Alors pour se pencher pour certains de ces défis, sur le cadre plus large, le rôle plus large des radios des Nations Unies, j'ai à mes côtés des intervenants de grande qualité. À ma droite, nous avons André Perola, spécialiste du programme dans la liberté d'expression, sécurité des journalistes. C'est Caroline Vulmain, aussi directrice générale de Fondation Hirondelle. Deux collègues sont sur Zoom, Ben Dotse-Malor, directeur de la communication stratégique et de l'information publique, mission des Nations Unies au Soudan, de Djouba, et Abdoulaye Sangaré, directeur de Radio de la Paix, qui nous vient de Côte d'Ivoire. À présent, qu'il me soit permis de donner la parole aux intervenants qui vont donner quelques commentaires, puis on aura du temps pour des questions-réponses. Pour celles et ceux qui se trouvent sur Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fonction questions-réponses quand vous le souhaitez. Vous disposez de l'interprétation simultanée en français et en anglais. Vous devrez trouver les instructions en la matière sur la discussion. Tout d'abord, qu'il nous soit permis de donner la parole à Andrea Carola. Comme je l'ai dit, elle est spécialiste programme au sein de la section Liberté d'expression et sécurité des journalistes de l'UNESCO. Il fournit des soutiens aux journalistes dans divers contextes dans les pays en transition et il soutient également l'élaboration des cadres de la liberté d'expression. Avant l'UNESCO, Andrea a également été journaliste d'investigation pour la presse et la télévision. Il a également été réalisateur. Andrea, dans le cadre de votre travail à l'UNESCO, vous vous concentrez sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. C'est de plus en plus difficile face à la désinformation, à la mésinformation, à la méfiance dans les médias. Dans ce contexte, est-il possible de nous donner des informations sur le rôle des radios des Nations Unies? Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes dans la salle et en ligne. Merci beaucoup à l'Institut de la paix internationale d'organiser cet événement. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Euh, Merci beaucoup à la Fondation Hirondelle également de co-organiser cet événement. Alors comme vous le savez, l'UNESCO, c'est l'agence des Nations Unies spécialisée dans la promotion de la sécurité des journalistes. Alors de manière générale, cette agence a été créée avec pour mandat de promouvoir la paix grâce à l'éducation, la science et à la culture et grâce au libre flux de l'information. Alors donc, nous ne sommes pas en charge des radios des Nations Unies, qui sont généralement établies par un mandat du Conseil de sécurité, et nous n'entendons plus l'orateur malheureusement. Mais pour en revenir à votre question, qu'il me soit permis de rappeler tout d'abord que nous sommes ici non seulement à New York pour cette journée mondiale, mais pour son 30e anniversaire. Le titre de cette séance, c'est également 30 ans de radio dans les opérations de maintien de la paix. Alors, c'est un chevauchement de ces deux anniversaires, et ce n'est pas un hasard à mon sens. En effet, quand on se repenche sur le début des années 90, c'était une phase assez particulière dans bon nombre de pays, y compris dans les pays où il y avait des évolutions géopolitiques considérables. Pensons également aux évolutions technologiques. L'équipement de radio était de plus en plus disponible facilement. Aussi, il y avait un grand développement des médias, une libéralisation des médias à l'époque. Donc, quand on voit ce qui s'est passé il y a 30 ans et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ce que l'on peut déjà constater, c'est que les radios des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont joué un rôle fondamental pour fournir des informations d'intérêt public dans des contextes très délicats, très sensibles, pour fournir des informations sur le processus de paix, mais aussi des informations humanitaires, du contenu éducatif aussi. Ça, c'est l'impact direct de leur mandat. Il est également intéressant de souligner qu'elles ont également eu un impact indirect sur le processus de développement des médias dans bon nombre de ces pays. Par exemple, pour la professionnalisation, par exemple, pour mettre en place des codes de conduite aussi, pour établir des normes de professionnalisme également, pour aussi la fertilisation croisée des autres initiatives de développement médiatique. En effet, à l'UNESCO, nous prônons des médias libres, indépendants, pluriels, et cela fait partie de notre mandat originel. Alors, nous promeuvons historiquement la liberté du secteur médiatique avec les diffuseurs de services publics et aussi, dans une large mesure, les radios des Nations Unies dans le cadre des contextes de paix. Ces radios jouent le rôle donc de diffuseurs publics, d'émetteurs publics, et il y a le rôle complémentaire et fondamental également des radios commerciales. Alors, vous avez mentionné les défis nouveaux auxquels sont confrontés les médias aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voudrais souligner que les médias sont un outil puissant, demeurent un outil puissant. Les radios est une source d'information fiable à laquelle on fait confiance et parfois c'est la seule source d'information dans des pays où les opérations de maintien de la paix sont encore en cours. Et ce n'est pas un hasard que cette année, le 13 février, la journée internationale de la radio avait pour thème mondial le rôle fondamental de la radio dans la promotion de la paix. Merci. Merci beaucoup, Andrea. Et vous avez mentionné l'importance de l'impact direct
et indirecte des radios des Nations Unies sur le développement plus large des radios. C'était très intéressant. À présent, qu'il me soit permis de donner la parole à Ben Dotse-Malor. Ben est directeur de la communication stratégique et de l'information publique de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Il était responsable d'ONU Nouvelles à New York et il a également été chargé de plusieurs titres aux Nations Unies, par exemple responsable communication et information publique pour la mission des Nations Unies au Libéria et responsable producteur à la radio des Nations Unies. Avant cela, il a travaillé pendant 12 ans à la BBC à Londres. Il a énormément d'expérience au sein de la famille des Nations Unies. Ben, vous travaillez depuis de nombreuses années dans le domaine de la radio, y compris les radios d'opération de maintien de la paix. Au cours de cette époque, comment avez-vous vu l'adaptation des nations, des radios au paysage politique, notamment? Merci beaucoup, Albert. Tout d'abord, je voudrais faire part de ma reconnaissance. Moi qui suis à Juba, au Soudan du Sud. Merci à l'Institut international de la paix, merci à l'UNESCO et merci beaucoup à la Fondation Hirondelle. C'est pour moi un honneur de pouvoir participer à cet échange aujourd'hui. Alors, je sais que j'ai un peu moins de 7 minutes et je vais faire de mon mieux. Il est pratiquement 16 heures ici à Djouba, au Soudan du Sud. Alors, Djouba ne se trouve pas près de Khartoum. Quand on entend le Soudan du Sud, on n'entend pas Sud. Et donc, les amis et la famille à Londres, à Washington, on s'inquiète toujours. Mais nous, à Djouba, on est à 1200 km au sud de Khartoum. Nous ne sommes pas en danger, bien entendu. Nous sommes vivement préoccupés de la situation à Khartoum. Donc ici, tout va bien à Djouba, dans la plus grande mesure du possible. Alors, à présent, le rôle des radios des Nations Unies et l'adaptation. Alors, disons tout d'abord que dans le contexte d'un pays en développement comme ici, au Soudan du Sud, où la radio est toujours reine ou roi, pour faire plaisir à tout le monde, dans la consommation de l'information, les radios des Nations Unies, que l'on appelle Radio Miraya ici, est une composante critique, précieuse des efforts pour toucher la population, tout particulièrement les dirigeants, les responsables, les sages, les influenceurs, les leaders d'opinion, pour fournir des informations factuelles, précises, équilibrées et opportunes. Dans quel but? Eh bien, dans le but d'atteindre les objectifs des Nations Unies, à savoir consolider la paix, faire advenir la démocratie, veiller que les droits de la personne ne soient pas foulés aux pieds. La radio joue ce rôle crucial, atteindre la population. Ici, au Soudan du Sud, je dis que la radio est reine car un sondage que nous venons de montrer révèle que la grande majorité des Soudanais du Sud nous disent dépendre de la radio pour obtenir les informations. C'est leur source principale d'information. Alors, parfois, les radios d'opération de maintien de la paix peuvent fournir des informations salutaires, des informations qui peuvent éviter la violence entre les communautés, des informations vitales. Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons dû utiliser notre radio Miraya pour diffuser des informations en la matière. Nous avons une section d'information qui a pour objectif de former les journalistes pour instiller les valeurs clés de la diffusion de la radio. Et nous sommes une organisation de service public. Et sachez qu'en décembre de l'année prochaine, il y aura des élections au Soudan du Sud. Et nous savons que la radio de la mission des Nations Unies sera critique. Elle demandera des informations de la commission électorale, du gouvernement, fournira peut-être aussi une enceinte aux partenaires politiques pour qu'ils puissent parler à leur électorat. Cela fera partie de notre travail. Et je voulais souligner également que dans ce sondage que nous avons réalisé de la fin janvier au 7 mars, nous avons constaté, et c'est une information très importante,
que la grande majorité des Soudanais du Sud, 60%, dit qu'ils obtiennent leurs informations à la radio, comparé aux personnes qui trouvent les informations en ligne. 8% des personnes qui dépendent des journaux, 4% seulement, pour obtenir leurs informations, s'entend. Donc le rôle de la radio Miraya est indispensable, surtout parce que les personnes qui écoutent la radio de la mission des Nations Unies, à 80% d'entre elles. Donc bon nombre de personnes dépendent de la radio de la mission des Nations Unies pour obtenir des informations. La responsabilité est dès lors grande et nous la prenons au sérieux. Qu'est-ce que Radio Miraya ? Radio Miraya a été créée en 2006, avant même que le Soudan du Sud ne gagne son indépendance en 2011. Donc, Radio Miraya existe même depuis avant l'existence du Soudan du Sud. Alors, nous targuons chez Radio Miraya d'être la voix de la paix, le partenaire de la paix. Nous diffusons en anglais, mais aussi en arabe de Djouba, car nous constatons que bon nombre de personnes ne comprennent pas l'anglais. Aujourd'hui, nous avons 16 heures d'émissions en direct avec des talk-shows, des programmes, des émissions de discussion, nous diffusions de la musique aussi et nous nous couvrons des reportages aux 4 coins du Soudan du Sud. Alors, en résumé, je dirais que la radio est une plateforme vitale dans le contexte de maintien de la paix ou dans le cadre des Nations Unies, afin de promouvoir la paix et la sécurité, afin de promouvoir le développement durable, les ODD par exemple, les droits de la personne, les droits des filles, les droits des femmes et le soutien humanitaire aussi. Et d'autres agences des Nations Unies sont actives dans ces domaines. Radio Miraya est très utile pour créer des liens entre les citoyens et pour leur permettre d'avoir un lien aussi avec les personnes au pouvoir. Alors maintenant, comment nous adaptons-nous aux changements dans l'environnement médiatique ? Alors WhatsApp est très utilisé ici au Soudan du Sud. Et énormément d'informations sont partagées sur WhatsApp. Bon nombre de Soudanais du Sud qui vivent en dehors de l'Afrique, qui vivent en dehors du pays, peuvent utiliser les pages Facebook, utilisent bon nombre de programmes. Nous utilisons également Twitter pour diffuser et amplifier les messages que nous diffusons dans nos émissions. Nous avons également la possibilité de rediffuser les émissions en ligne. Cela s'adresse principalement aux personnes qui sont en dehors du pays, car les frais liés aux données sont très élevés au Soudan du Sud, et donc les personnes ne sont pas en mesure de les utiliser. Dans le même temps, des responsables du pays utilisent Radio Miraya à l'aide de leur téléphone. Et quand on passe dans le quartier des Nations Unies, ils n'utilisent pas la radio en tant que telle, ils utilisent leur téléphone portable pour écouter notre radio. Nous venons également de recruter un rédacteur à réseaux sociaux. Son objectif sera d'étendre, de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux. Certaines infographies que nous présentons en ligne sont partagées par WhatsApp et c'est une plateforme très utilisée chez nous. Ensuite, nous renforçons déjà notre programmation, nos émissions pour les jeunes. Il faut bien savoir qu'au Soudan du Sud, il y a 12 millions d'habitants et 70% d'entre eux ont moins de 34 ans. Donc nos émissions sont adaptées pour veiller à ce que les jeunes trouvent la radio Miraya attrayante. À présent, s'il vous le voulez bien, encore une minute pour parler des défis. D'une certaine manière, nous sommes victimes de notre réussite. En effet, Radio Miraya
a le vent en poupe. Et donc, nous avons des demandes des gouverneurs dans les 10 États, des responsables locaux, nous demandent de nous étendre. Nous avons 31 transmetteurs partout, émetteurs partout dans le pays, et nous couvrons une bonne partie de la superficie du pays. Mais on nous demande encore et encore d'étendre nos services dans telle et telle région, car cela pourra nous aider à arrêter les conflits, à éviter les attaques d'une communauté à l'autre. Donc, nous devons aller au-delà de l'anglais et de l'arabe de Djouba. Et nous devons voir aussi quelles langues locales peuvent nous permettre de toucher davantage de personnes. La mésinformation et la désinformation sont un défi pour nous, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, tout comme le bouche à oreille. Nous devons relever ces défis. Alors, ce n'est pas le même problème qu'en RDC ou qu'au Mali, c'est vrai, mais nous sommes vigilants, nous veillons à ce que la mésinformation, la désinformation ne déforme pas la réalité. Nous pouvons utiliser Radio Miraya à cette fin. Nous l'utilisons également pour faire ce que vous avez dit. Nous sommes indépendants, nous sommes neutres. Et cela ne veut pas dire que tout le monde nous aime. Euh, des, Nous voulons être équilibrés et donc ça ne plaît pas toujours au gouvernement, par exemple, parce que nous devons les critiquer. Et ces efforts en vue d'être équilibrés ne passent pas très bien auprès de certaines personnes. Nous avons d'ailleurs été menacés. Le ministre de l'Information euh, tente d'avoir un certain niveau de contrôle sur nos activités. Toutefois, nous discutons avec le gouvernement dans le cadre du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir faire notre travail, servir la population du Soudan du Sud, honorer le mandat des Nations Unies, être une force pour le bien, pour la paix, pour la sécurité, pour l'établissement de la nation. Voilà, j'espère que ces informations auront été intéressantes. Je vous remercie. Il est 16h10 ici à Djouba, au Soudan du Sud. Merci de votre attention. Merci à vous, Ben. Alors, c'est très important de garder à l'esprit, comme vous l'avez dit, 60% de la population obtient ces informations à la radio. Et les réseaux sociaux évoluent très rapidement, c'est vrai, mais la radio, c'est la source la plus importante d'informations et de nouvelles. À présent, qu'il me soit permis de donner la parole à Abdoulaye Sangaré. Il nous vient de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, Abdoulaye a été directeur de la radio de la paix, qui était officiellement la radio de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Abdoulaye a près de 30 ans d'expérience en tant que rédacteur, y compris pour la BBC Afrique. Il a également été conseiller spécial au ministère de la Communication. Abdoulaye va faire ses remarques en français, donc nous entendrons l'interprétation en anglais directement. Abdoulaye, donc l'une des questions auxquelles les missions de maintien de la paix sont confrontées, c'est que se passe-t-il après que les missions quittent? Que se passe-t-il aux radios? Nous avons vu la transition directement en Côte d'Ivoire où la station de radio est devenue Radio de la Paix, où vous travaillez aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée cette transition et quels sont les enseignements pour l'avenir des autres radios des Nations Unies? Merci bien, chers amis. Merci à l'Institut international de la paix et merci à la Fondation Hirondelle d'avoir associé Radio de la paix à ce panel. Au nom de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qui est l'administratrice de la Radio de la paix, je tiens à renouveler mes sincères remerciements et pour aller vite répondre à la question, Radio de la paix est effectivement une émanation, une conséquence de la cessation de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire en 2017. Effectivement, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire avait une radio qui s'appelait ONUCI FM et le 28 février 2017, ONUCI FM à 0 heure a cessé d'émettre et le 1er mars 2017, à 0 heure 1 minute, Radio de la Paix a pris le relais. Alors, cela s'est fait sur la base d'un protocole d'accord. Un protocole d'accord signé le 1er mars 2017 entre l'État de Côte d'Ivoire, les Nations Unies
et la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qui est une fondation indépendante internationale affiliée à l'UNESCO. Et ce protocole, je me permets de lire l'article 2 du protocole qui dit « À partir du 1er mars 2017, le gouvernement veillera à la création d'une nouvelle station radio indépendante dont le mandat et les objectifs seront de promouvoir une paix durable, la non-violence, les valeurs démocratiques, la réconciliation nationale, les Just give it a few more seconds to see if Abdoulaye is able to Alors, reach out. on va attendre peut-être encore quelques secondes pour voir si elle est en mesure de par la revenir. diffusion à ce que les objectifs. Voilà. Donc, voilà un peu. Vous me suivez? Je peux continuer? Yes, please continue. Thank you. Oui, allez-y, monsieur. Oui, OK. continuez. Donc, le protocole d'accord a été très clair et à partir du 1er mars 2017, Radio de la Paix a pris le relais et est devenu le successeur de la radio des Nations Unies. Alors, cette radio a fonctionné sous l'administration de la Fondation Félix Houphouët-Boigny avec des financements de la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui elle-même reçoit des subsides de l'État de Côte d'Ivoire et aussi de partenaires extérieurs comme l'UNESCO et d'autres institutions qui soutiennent la Fondation. Donc, la radio est arrimée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. La radio a un fonctionnement qui s'inspire de l'ancienne radio des Nations Unies avec les mêmes principes éditoriaux, à savoir le professionnalisme, l'indépendance et l'impartialité, l'inclusivité. Et donc, quand on regarde la grille de programme de Radio de la Paix, il y a pratiquement une continuité avec l'ancienne grille de programme de ONUCI FM, qui est l'ancienne radio des Nations Unies. Donc, fondamentalement, c'est une information impartiale, inclusive, ouverte à la société civile, à l'ensemble des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité au pouvoir. Et je pense que, de ce point de vue, tout se passe très bien. Et la Radio de la Paix a gardé le même dispositif technique, c'est-à-dire un déploiement technique des émetteurs et des relais sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous avons un taux de couverture qui tourne autour de 70 à 80% du territoire. Et donc, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire où vous allez, vous trouverez Radio de la Paix. Et le fonctionnement, nous fonctionnons avec un personnel ça aussi c'est un élément important, avec un personnel un peu plus réduit que celui dont disposait la radio des Nations Unies. Parce qu'il y a évidemment des questions budgétaires qui font qu'on n'a pas la même envergure en termes de personnel rédactionnel, journalistes, techniciens et personnel d'appui. Mais malgré cela, la radio continue à fonctionner normalement, à avoir des performances, des niveaux de performance qui font qu'aujourd'hui, selon un sondage commandé par un institut international que je ne citerai pas pour ne pas faire de la publicité, ce sondage nous place en première position sur l'ensemble des radios, les 179 radios commerciales, nationales et de proximité. Radio de la Paix vient en première position avec une part d'audience de 20%. Il n'y a qu'une seule radio qui nous devance quand on intègre les radios internationales qui évoluent en Côte d'Ivoire en mode FM. C'est Radio France Internationale qui a 22% de part d'audience. Nous, on a 20,3% de part d'audience. Et ça, c'est une performance remarquable qui est due tout simplement au fait que les gens se reconnaissent et s'identifient à cette radio qui leur permet de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, bien entendu, en respectant les termes de la courtoisie, en respectant aussi l'esprit qui est que la radio ne fait pas la promotion des invectives, la radio ne fait pas la promotion de la violence et des propos haineux, et tout le reste est permis et ça se passe très bien. Nous avons des partenariats avec quelques organismes des Nations Unies, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD,
comme l'OMS, pendant la COVID-19, on a eu des programmes avec l'OMS de sensibilisation de l'opinion des citoyens. Et ces programmes se sont très bien déroulés. Et nous avons un grand programme avec l'ambassade des États-Unis qui organise qui a ici un programme qu'on appelle Democracy in Progress, qui le fait en partenariat avec Radio de la Paix, qui consiste à rassembler les diversités politiques et de la société civile autour des thématiques, autour des thèmes qui portent sur les faits de société, sur la politique, sur l'environnement et sur l'économie. Et ce programme est à sa 3e année et il se passe très bien. Maintenant, pour me projeter dans les perspectives, quand les Nations Unies ont cédé la radio à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accord, protocole d'accord, et qui a transmis la radio à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, ce que je peux dire, c'est pour les expériences à venir, pour les autres radios du système des Nations Unies, si d'aventure une telle transition devait se faire après la fin de la mission, il est important de noter que les Nations Unies doivent mettre en place un mécanisme d'accompagnement, quelles que soient les conditions, mais un mécanisme d'accompagnement financier et technique qui permet de continuer à consolider, à renforcer ce genre de projet. Radio de la Paix n'a pas bénéficié de cela. Les Nations Unies ont fermé boutique, ils ont remis les clés et puis elles sont parties. Et on a essayé de solliciter dans le cadre de ce que les Nations Unies appellent les activités résiduelles, de bénéficier aussi d'un fonds qui avait été mis à disposition du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui a permis de financer les activités des ONG et de la société civile en général, après le départ des Nations Unies. Mais nous n'avons pas été entendus. Et je plaide pour que pour les prochaines transitions, les Nations Unies ne tournent pas totalement le dos de façon radicale, qui laisse quand même en place un mécanisme minimum sur le temps pour voir évoluer ces radios-là. Je le dis parce que nous avons eu la chance, cette radio existe, je peux le dire, grâce à la vision du président Alassane Ouattara, qu'il a demandé de façon expresse aux Nations Unies, quand la mission devait s'achever, il leur a dit, tout peut partir, mais la Côte d'Ivoire a encore besoin de cette radio qui a rendu d'énormes services au pays en termes de renforcement de la cohésion sociale, de la réconciliation et de la diffusion même de l'information professionnelle impartiale. Et voilà pourquoi le président Ouattara, à travers la Fondation Félix Houphouët-Boigny, s'est fait un devoir de mettre les fonds suffisants à la disposition de la Fondation pour le fonctionnement de la radio, qui revient très cher, je peux le dire parce que je vois les chiffres, ça coûte énormément cher. Et cette vision, si elle n'existe pas et que les Nations Unies partent en tournant le dos, sans un minimum de dispositifs d'accompagnement sur une période, il y a très peu de chances que la radio puisse survivre au départ des Nations Unies. Ça, c'est une expérience vécue, c'est un cri du cœur que je fais pour que cela permette à l'avenir de mieux organiser cette transition entre la propriété des Nations Unies et l'organisme indépendant qui va suivre la gestion de l'exploitation de la radio. Je crois que j'ai brossé un peu les grandes lignes. Je me suis projeté dans les perspectives. S'il y a des questions de précision, je suis à votre disposition. Merci pour votre aimable écoute. Thank you, Abdoulaye. That was very useful to hear about. Merci beaucoup, Abdoulaye. Il était très intéressant d'entendre ce que vous aviez à dire concernant votre modèle sur la suite, ce qui a suivi le départ de la radio de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies de la Côte d'Ivoire. Et j'ai beaucoup apprécié aussi les leçons que vous avez tirées pour la radio et vous voulez vous assurer que les Nations Unies s'assurent qu'après leur départ d'un pays, les radios puissent continuer à fonctionner. C'est également très important. Je voudrais maintenant donner la parole à Caroline Veulmain,
qui est la directrice générale de la Fondation Hirondelle depuis 2017. Elle travaille à la Fondation Hirondelle depuis 2003 et lors de cette période, elle était en charge des partenariats de son organisation avec l'UNESCO, la mission des Nations Unies en RDC et la radio Okapi. Alors Caroline a soutenu des centaines d'organisations de radio locales et de journalistes locaux. Alors, sur base de votre expérience, pourriez-vous parler de l'efficacité des stations radio des Nations Unies s'agissant des informations fournies aux citoyens? Merci beaucoup, Albert. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, la Fondation Hirondelle, vous le savez peut-être, a une expérience avec les radios des Nations Unies. Nous avons conçu et aidé à établir et à co-gérer la radio Okapi en RDC de 2002 à 2014 et Radio Mireya également au Soudan du Sud de 2006 à 2015. Nous avions également établi des partenariats en Sierra Leone, pardon. Et aujourd'hui, je dirais que nous occupons une place peut-être un peu plus concurrentielle, mais il s'agit là d'une concurrence saine dans un paysage médiatique diversifié avec la radio Dikeluka et où nous avons également la radio Guerra FM. À Mali, nous avons Studio Tamani et Mika FM qui opèrent au même niveau. Alors, s'agissant de l'efficacité, de la qualité des informations indépendantes fournies par les médias des Nations Unies, je voudrais mentionner divers points. Tout d'abord, je pense qu'il faut être un peu plus clair quant au mandat et aux objectifs de ces médias des Nations Unies. Fournir des informations en temps réel, indépendantes, renforcer les voix locales des populations dans des paysages médiatiques fragiles, eh bien, c'est essentiel pour travailler vers la paix, la réconciliation, le renforcement des nations et la cohésion au sein des populations. Et pour également, actuellement, promouvoir les droits de la personne et lutter contre la désinformation. Mais très souvent, ces opérations de maintien de la paix et ces médias ne disposent pas d'un mandat dans lequel ces objectifs sont clairement stipulés. Aussi, je pense qu'ils devraient davantage être intégrés au mandat de ces radios des Nations Unies et devraient joindre leurs efforts aux acteurs de la société civile, aux défenseurs des droits de la personne, qui travaillent aussi dans ces circonstances difficiles. Car si votre priorité, c'est de faire de la diplomatie publique ou de la communication stratégique, alors bien sûr, ce serait votre droit. Mais dans ce cas, l'impact que vous auriez ne serait pas le même sur la promotion de l'accès à une information indépendante et la promotion de la liberté d'expression. Si vous voulez promouvoir une paix inclusive dans un pays, il faudrait vraiment renforcer les réseaux locaux et des médias indépendants et ne pas seulement se concentrer sur la communication stratégique. Le Conseil de sécurité a inclus ceci, je pense, dans sa résolution. Il s'agit de promouvoir l'octroi d'informations indépendantes, l'accès à l'information. Ceci devrait également être stipulé dans les accords conclus entre les pays hôtes et les Nations Unies, et ainsi que dans les différentes politiques du secrétariat des opérations de maintien de la paix et des autres départements. Ensuite, je voudrais vous suggérer de penser médias lorsque vous pensez aussi au processus d'établissement de la paix. Actuellement, nous devrions vraiment surfer sur la tendance. Les médias, les réseaux sociaux ont un rôle essentiel à jouer au sein de nos sociétés, et notamment les sociétés fragiles, dans les sociétés en développement, les pays à faible revenu. Mais très souvent, le rôle des médias est mécompris ou il est sous-estimé. Pensez médias et chaque agence, chaque département des Nations Unies, je pense, pourrait bénéficier de médias qui fonctionnent bien et qui sont au service des populations.
Je ne travaille pas pour les Nations Unies personnellement, mais très souvent, nous entendons dire que l'intégration, eh bien, c'est le Saint Graal pour les Nations Unies. Chaque élément qui est conçu, chaque programme dans lequel on investit devrait bénéficier aux agences, aux opérations de maintien de la paix, aux efforts pour l'établissement de la paix. Mais si les médias des Nations Unies aussi, les outils médiatiques peuvent servir tous ces acteurs, promouvoir les droits de la personne, la paix, inclure euh, divers, diverses catégories de personnes, eh bien, je pense que ça bénéficierait vraiment à tout le monde. De plus, il s'agit également d'agir de manière responsable et exhaustive. Ben l'a bien dit. Et si vous êtes le média majeur d'un pays ou le média qui compte, qui fait la différence dans la vie quotidienne des gens, vous avez donc de nombreuses responsabilités à endosser. Et parfois, les Nations Unies peut-être n'assument pas pleinement ces responsabilités. L'une de ces responsabilités est d'agir en faveur, en appui aux réseaux de médias locaux. Les Nations Unies ne devraient pas accaparer des ressources humaines grâce à des salaires élevés et en menant à la destruction des réseaux locaux de médias. Les Nations Unies devraient également parfois avoir le courage de diffuser les informations, des histoires que les réseaux locaux de médias ne peuvent diffuser pour des raisons sécuritaires. Les Nations Unies devraient contribuer à la protection des médias locaux. La sécurité des journalistes est au cœur du mandat des Nations Unies et parfois, les journalistes des Nations Unies sont protégés dans certains contextes, mais pas les journalistes locaux. Aussi, agir de manière responsable et réfléchie est très important, notamment là où les Nations Unies sont un acteur clé dans un pays où le paysage médiatique est fragile. Enfin, je voudrais aussi souligner, et cela semble peut-être évident, mais il s'agit aussi de remettre en contexte chaque élément, chaque approche, déterminer qui sont les acteurs, les parties prenantes, quelles sont les failles à combler. Il s'agit de s'adapter à chaque contexte. Trop souvent, nous avons vu voir créer une agence des Nations Unies parce que c'était ce que voulaient les Nations Unies. Dans certains cas, il a même été estimé qu'il ne fallait pas créer de nouvelles radios, de nouvelles stations de radio. Et pourtant, ces stations de radio étaient tout de même créées. Donc, un copier-coller, une solution à taille unique, ça n'aide en rien. Cela peut, au contraire, perturber le marché de l'emploi et saper les capacités des médias locaux, les empêcher de faire correctement leur travail. Les Nations Unies ont tous les outils à leur disposition et parfois ils sont les seuls acteurs sur le terrain qui, d'un point de vue des droits de la personne, des affaires politiques, des opérations de la paix, peuvent évaluer qui sont les parties prenantes concernées, qui peut entrer en partenariat avec telle ou telle personne, qui peut développer du contenu adressé à la population locale, qui peut s'adresser dans leur propre langue aux populations locales afin de pouvoir donner accès à des informations clés aux citoyens dans leur langue. Ces évaluations, je pense, devraient être la priorité avant la création d'une station de radio. Mais parfois, nous avons l'impression que les priorités en termes de communication stratégique sont les premières priorités. Que cette communication stratégique euh, ne vise peut-être pas la population locale et ne répond pas aux besoins de la population locale. Merci, merci beaucoup, Caroline. Effectivement, il y a différents risques potentiels liés aux stations radio des Nations Unies. Il s'agit de s'assurer que ces stations de radio ne perturbent pas le paysage médiatique local.
Je voudrais maintenant vous donner la parole pour une séance de questions-réponses. Pour toutes celles et ceux qui sont présentes dans la salle, vous pouvez lever la main. Je vous demanderai de poser votre question en anglais, de nous donner votre nom et le nom de votre organisation. Et à toutes celles et ceux qui sont avec nous sur Zoom, je vous demanderai de poser vos questions via la fonctionnalité questions-réponses de Zoom. Alors, je vais commencer, mais n'hésitez pas bien sûr à lever votre main si vous avez une question. Je voudrais savoir ce que pensent nos intervenants vis-à-vis de ce que Caroline vient de dire et que certains d'entre vous ont également mentionné lors de votre intervention. Je suis curieux de savoir comment les missions des Nations Unies, les radios des opérations de mission de la paix peuvent soutenir les médias locaux. Quelles sont les actions qu'elles peuvent entreprendre? Comment peuvent ces stations radio éviter de perturber le paysage médiatique local, par exemple en offrant des salaires plus élevés à leurs journalistes et donc en s'accaparant certains des meilleurs journalistes du terrain, ce qui pourrait bien sûr avoir un impact à long terme. Quel est le rôle de ces diffuseurs d'informations? Quel est le rôle qu'ils doivent jouer tout en s'assurant que les médias locaux restent résilients sur le long terme? Alors oui, je vois que vous avez la main, je vous en prie. Oui, bonjour, je m'appelle Janusz Komberg, je travaille avec la mission permanente de l'Allemagne ici à New York et j'ai travaillé aussi au sein d'UNESCO autrefois, donc j'ai travaillé au Congo et donc j'ai un peu d'expérience avec la radio Okapi notamment. Ma question est la suivante. Est-ce que peut-être d'autres types de médias ont détourné l'attention de ces stations radio? Il me semble que ces stations radio sont un bon outil. Vous l'avez confirmé, ces stations sont nécessaires, mais peut-être ne bénéficient-elles pas de la même attention au sein des Nations Unies ou au sein des États membres qu'elles méritent? J'aimerais savoir ce que vous avez à dire à ce propos. Et si mon intuition est la bonne, je voudrais savoir ce qu'on peut faire pour rassembler ces différents outils de manière plus exhaustive. Merci. Alors peut-être pouvons-nous commencer avec Andrea? Andrea, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Alors, s'agissant de cette première question, Caroline l'a très bien dit. Les radios des Nations Unies doivent être une partie intégrante du développement des médias dans les contextes locaux. Bien sûr, cela s'accompagne de risques, de défis, mais dans l'ensemble, si dans un pays, une série de radios locales ont contribué à faire avancer les normes professionnelles, ont contribué à cette fertilisation transversale entre les différents médias, même si bien sûr parfois cela s'accompagne de certains défis, comme celui des salaires, comme vous avez mentionné. Et si ces médias ont contribué à la protection des journalistes, bien sûr, c'est une bonne chose. Il s'agit là de défis collectifs et cela couvre peut-être la définition la plus large du journalisme et cela couvre aussi les différentes personnes qui travaillent dans différentes zones, dans différents types de médias, de radio. Et bien sûr, parler du personnel des radios des Nations Unies est aussi un point important. Alors, malheureusement, l'interprète entend deux personnes parler à la fois. Alors, pour répondre aux représentants de l'Allemagne, je pense que c'est un point très important que vous avez soulevé.
les radios, le développement des médias, de la liberté d'expression sont importants et cette importance doit être réaffirmée, répétée à maintes et maintes reprises. Si, comme vous l'avez dit, il y a un risque, eh bien, des contre-mesures doivent être entreprises. Nous sommes confrontés à bien des défis, la mésinformation, désinformation, le discours de haine, et tout ceci peut bien sûr être pris en compte dans nos réactions, dans nos réponses. Merci. Merci. Ben, voudriez-vous répondre à l'une ou l'autre de ces questions? Merci, merci beaucoup, Albert. Et je voudrais également remercier notre chère collègue Caroline, car c'est la Fondation Hirondelle qui a lancé la radio Miraya ici au Soudan du Sud. Je voudrais également féliciter Andrea, car ici, au Soudan du Sud, l'UNESCO a un rôle extrêmement important à jouer, notamment dans la formation des journalistes. Et cela transcende les différentes parties de notre système. L'UNESCO appuie vraiment la formation des journalistes au Soudan du Sud et nous devons reconnaître donc le rôle qu'ils jouent à cet égard. S'agissant des missions des Nations Unies, des communications stratégiques, eh bien, nous aussi, nous cherchons à savoir ce que nous pouvons faire au travers d'une union des journalistes au Soudan du Sud. Et cela m'amène à mon deuxième point. Nous voulons forger des alliances avec les médias locaux au travers de cette union, de cette association des journalistes. J'ai rencontré le directeur général du SSBC, l'organisme de radiodiffusion nationale, mais cet organisme n'a pas la même portée, n'atteint pas autant de personnes que notre radio. Aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Nous cherchons, du moins, à travailler en étroite collaboration avec eux. Je me suis rendue au bâtiment du SSBC et nous nous sommes rendus compte de certaines choses. Ce bâtiment dispose d'un générateur et nous sommes demandé par exemple comment optimiser les performances de ce générateur pour améliorer le travail du SSBC. Nous sommes tous dans le même bateau. Je me suis également rendue dans le bâtiment de iRadio qui a été fondé par l'USAID et ils font un excellent travail. Parfois, ils rencontrent quelques problèmes avec le gouvernement, mais moi, je me suis rendue chez eux et je leur ai dit, nous ne sommes pas en concurrence. Nous voulons vraiment travailler avec vous en faveur donc de la liberté des médias, de la liberté d'expression, pour renforcer la démocratie, construire une paix durable. Nous ne sommes pas des ennemis. Troisièmement, nous voulons également faciliter le travail des médias locaux ou nationaux et même internationaux, pourquoi pas. Et il y a un État au Soudan du Sud qui s'appelle l'État de Unity et cet État est notamment couvert à 90% d'appartements. Le territoire est couvert à 90% de boue, pardon, à cause des inondations causées par le changement climatique. Excepté au sein de la capitale de cet État, qui rassemble beaucoup de personnes. Et nous avons l'intention de faire en sorte que des organismes de Djouba se rendent dans cet État afin qu'ils puissent informer la population. Nous voulons faciliter, permettre le travail des organismes de radiodiffusion nationale. Et enfin, nous voulons également partager les ressources. Quelles que soient les ressources que nous ayons à notre disposition, nous, au sein de l'équipe média des Nations Unies, s'il y a des ressources que nous n'utilisons plus, eh bien, nous voulons pouvoir les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin.
et nous voulons aussi pouvoir les appuyer en termes de ressources, de logistique, mais surtout travailler main dans la main. Vous avez également parlé du fait qu'on ne devrait pas accaparer certains des talents dans ces régions où nous travaillons. Mais comme je l'ai dit, il y a des personnes qui travaillent actuellement pour la radio des Nations Unies, mais je pense que l'endroit d'où ils viennent peuvent tout de même bénéficier de leur travail. Notre idée n'est pas de leur être supérieur. Nous voulons travailler tous ensemble. Merci beaucoup, Ben. Alors, Abdoulaye, je ne sais pas si vous avez entendu la question car vous nous aviez quittés pendant quelques minutes, mais nous avons reçu beaucoup de questions sur Zoom et une question qui vous était spécifiquement adressée. La question est la suivante. Donc, Ousti Tetegan a dit quelles sont les difficultés pratiques auxquelles vous avez été confrontés au sein de Radio de la Paix et quel est, selon vous, l'avenir de votre station radio? Quelles sont les façons, les moyens que vous allez utiliser pour assurer l'autonomie de votre radio à long terme? Alors, merci pour cette question qui va me permettre de dire des choses très précises. Les premières difficultés, les plus grosses difficultés auxquelles on a été confrontés, ça a été le renouvellement des équipements. Parce qu'une bonne partie des équipements dont la radio de la paix a hérité de Onussi FM étaient assez fatigués. Même les véhicules que les Nations Unies ont laissés à la radio c'était des véhicules qui ne pouvaient même pas permettre d'effectuer des missions à l'intérieur du pays, alors que nous avons 23 émetteurs sur toutes les années du territoire dont il faut assurer la maintenance. Et donc, on a été contraint de chercher des ressources auprès de la Fondation pour pouvoir renouveler la flotte automobile. Nous avons aussi acquis de nouveaux équipements, de nouveaux émetteurs pour permettre au relais de la radio à l'intérieur du pays de fonctionner correctement. Et cela nous a obligés aussi à envisager pour les perspectives de prospecter auprès d'autres partenaires pour obtenir des ressources additionnelles. C'est ainsi que nous avons mis en place des programmes de partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'UNICEF, avec l'OMS. Certains projets ont marché, mais la plupart étaient à durée limitée dans le temps. Et donc, le seul programme qui continue avec nos partenaires, c'est le programme que nous avons avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui est renouvelé chaque année et qui nous permet d'équiper, d'acquérir des équipements additionnels pour consolider les acquis. Et ça, c'est un projet important. Et c'est ce genre de partenariat que nous voulons que les Nations Unies mettent en place, même quand elles partent, qu'elles mettent en place ce genre de partenariat. Surtout qu'on a un gros bureau du programme des Nations Unies ici avec un coordonnateur résident avec qui j'ai eu des échanges, mais qui n'ont pas donné de résultats. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc, aujourd'hui, nous avons demandé l'autorisation à la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui est le régulateur des médias audiovisuels. Nous avons sollicité l'autorisation de pouvoir prospecter de la publicité pour compléter nos ressources. Et nous sommes dans cette phase-là. Nous avons eu l'autorisation avons été autorisés par le régulateur compte tenu de la mission qui est dévolue à cette radio et des difficultés que nous avons évoquées à prospecter de la publicité. Bien entendu, on ne fera pas n'importe quelle publicité sur les antennes, mais nous avons commencé à avoir des annonceurs qui sont intéressés par l'audience de la radio parce que la première force du marketing commercial, c'est l'audience. Et donc, la radio a suffisamment d'audience, c'est la première radio nationale, comme je l'ai dit. Et donc, c'est un argument de vente des espaces et ça a l'air de prendre, et nous sommes très optimistes. Sans basculer dans le tout commercial, nous sommes convaincus que ça fait partie des atouts qu'il faut avoir pour pérenniser et le fonctionnement de la radio et son indépendance économique, parce que si nous sommes dépendants d'une seule source,
même si nous sommes sous l'administration de la fondation Félix Houphouët-Boigny, qui est une fondation indépendante, elle-même vit de subsides et de l'État de Côte d'Ivoire et de l'UNESCO et d'autres partenaires donateurs. À la longue, nous savons que le poids de la radio va peser lourdement dans le budget de la fondation et ça va être difficile à tenir. Donc, c'est pour cela que nous sommes lancés dans cette perspective d'élargir le panier de ressources en y ajoutant le volet commercial qui est en train de se développer. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les volets de la question, mais voilà un peu ce que je peux dire sur ce point-là. Et encore une fois, avant de terminer, je voudrais vraiment insister. Yes, thank you, Abdoulaye. Voilà. Allô? Je voudrais donc insister pour, Yes, que, yes. pour que les Nations Unies, à New York, on nous entende et que pour les projets qui vont arriver de transition du radio des Nations Unies à des radios indépendantes, que des mécanismes d'accompagnement soient mis en place par les Nations Unies sur une durée déterminée qui permettra à ces projets-là d'avoir une viabilité et une durabilité conséquente. Merci. Thank you. Caroline, did you want to add anything? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Caroline, voulez-vous peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, j'aurais deux choses à dire. Et nous avons tenté de faire passer différents messages aux Nations Unies, mais aussi à tout autre acteur qui est impliqué dans le renforcement des médias locaux et qui sont des acteurs des diffusions de l'information. Il faut penser au long terme. Construire une audience, établir une confiance avec la population, ça prend du temps. Et ça a été dit, si vous quittez ce paysage médiatique trop rapidement, vous privez la population du droit de base de l'accès à l'information et cela a de nombreuses conséquences. Bien sûr, peut-être que votre organisation n'a pas la plus grosse responsabilité en termes d'information, mais établir ces stratégies pour garantir la continuité des services à la population, eh bien, c'est un processus qui prend du temps et cela, eh bien, il faut y réfléchir dès le premier jour de tout projet. Et il en va de notre responsabilité de se rendre compte que l'interruption de ces services aux populations, eh bien, c'est immoral et cela a des conséquences désastreuses. Parfois, pour certaines raisons politiques, on pense que tel ou tel pays n'est plus la priorité et cela a des conséquences désastreuses. Merci beaucoup, Caroline. Alors, il nous reste encore peut-être 10 minutes. Nous allons peut-être encore recueillir quelques questions. Nous avons beaucoup de questions ici dans la salle, mais également sur Zoom. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais je vais encore accepter les questions d'une personne dans la salle et d'une personne sur Zoom. Oui, je vous en prie. Merci. Eduardo Brecht de l'Université des Nations Unies. J'ai une question qui est adressée à Caroline Vuelmin. J'apprécie vraiment le travail que vous faites, notamment en termes de désinformation et de mésinformation. J'imagine bien que c'est un défi, notamment lorsqu'on travaille avec des radios locales. Alors, comment gérez-vous ces difficultés quant à ce qu'est la désinformation, la mésinformation? Comment aussi s'assurer que tout le monde comprenne bien ce qu'est cette mésinformation, cette désinformation? Merci, merci beaucoup. Alors oui, une autre question? Merci. Je suis Guy Borg, je suis l'ancien directeur du département Liberté d'expression et développement des médias de l'UNESCO. Alors, il semblerait que beaucoup de personnes ont parlé du fait que la communication des Nations Unies doit se faire à travers tout le pays, dans différentes langues, dans les langues autochtones. Et comment les radios des Nations Unies peuvent-elles amplifier davantage leur message au travers des réseaux sociaux? C'est une question. Et cette question, selon moi, est liée à la façon dont on comprend les évolutions du paysage médiatique. Aussi,
Ma question est la suivante. Est-ce que les rations des Nations Unies, avec des partenaires dans le contexte local, pouvaient vraiment assurer le bon fonctionnement de tout cet écosystème? Comment les Nations Unies et les radios des Nations Unies peuvent euh, se servir de cela pour effectuer des recherches, notamment pour aller au-delà de la communication d'information? Oui, je m'appelle Roya, je suis doctorante de l'Université de Dortmund en Allemagne et je mène des recherches depuis 5 ans déjà et mes travaux ont notamment porté sur les radios en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire et au Libéria. S'agissant de la Sierra Leone et du Libéria, je peux bien sûr souscrire à tout ce qui a été dit. Les rations des Nations Unies ont eu un impact énorme sur le développement de la paix et le développement des médias, mais ils ont été confrontés à 2 défis, la distorsion du marché et mais il semblerait qu'en fait les les radios des Nations Unies soient biaisées vis-à-vis des Nations Unies, des gouvernements. En Sierra Leone, cette radio était censée devenir un organisme de radiodiffusion publique, mais selon moi, ce processus n'a pas fonctionné car cet organisme est sous le contrôle du gouvernement. Donc, pour moi, ce processus de transition n'a pas fonctionné. Au Libéria, c'est même pire. Une organisation supranationale d'Afrique du Sud a pris le contrôle du... Non, pardon. C'est une organisation supranationale qui gère la radio. Elle est peut-être un peu moins biaisée. Cependant, son public n'est pas très stable. Elle ne dispose pas de beaucoup de ressources non plus. Et donc, lorsque j'étais au Libéria, parfois, la radio ne fonctionnait pas parce qu'ils n'avaient pas les générateurs dont ils avaient besoin pour pouvoir assurer la continuité de leurs travaux. Et il y a 1 an, des émetteurs pardon, ont été détruits et ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir les reconstruire. Mais nous manquons de temps, donc je voudrais maintenant poser ma question à Monsieur Malor, qui travaille au sein d'une radio d'une mission des Nations Unies. Selon vous, donc que feriez-vous avec votre radio après la fin de la mission? Zoom either. I'll maybe just add a couple more into the mix and you can each respond. Merci beaucoup. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Peut-être répondre à la question de Stoicien Makoe Wembo en RDC, qui mentionne les incidents récents avec la population en RDC qui a attaqué des propriétés des Nations Unies. Il se demande si cela indique ou non que la mission n'est pas véritablement acceptée. Alors aussi Paul O'Donovan de Code Blue qui souhaite savoir comment on préserve les membres des radios des violations et harcèlements sexuels. On souligne également l'importance de souligner un point de vue positif sur les Nations Unies et également d'établir des reportages impartiaux. Alors voilà, nous n'avons plus que 5 minutes plus ou moins. Donc essayez de répondre de la manière la plus brève possible, si vous le voulez bien, ce sera parfait. Alors quelqu'un souhaite oui. Ben, peut-être? Oui, allez-y, Ben. Alors, je crois que la dernière collègue qui vient de nous expliquer ce qui est advenu aux radios des Nations Unies au Sierra Leone, c'était une radio considérable qui apportait des services de qualité à la population. J'étais au Libéra, où la radio de l'ANMIL était une grande radio sur laquelle on pouvait compter. Le président Elif Johnson Sherif pouvait venir à la radio pour parler à la nation parce que l'émetteur national n'avait pas la portée, la couverture. Nous avions la couverture dans tout le pays. Et maintenant, la radio là-bas a été reprise par la radio de la CEDEAO.
Alors, leur performance, c'est une autre question. En Côte d'Ivoire, euh, la radio UNOSI et FM devient radio de la paix. Alors voilà, la question suivante, c'est la question à 46 millions de dollars. Donc, je crois que vous avez des plateformes qui participent en personne avec vous. Et un de mes collègues est dans la salle et lui a exploré, examiné cette question. Que faire avec nos radios quand nous quittons? Aux Nations Unies, la tendance, c'était de dire qu'on ne peut pas remettre ça au gouvernement. L'idée, c'était de trouver des organisations indépendantes capables de gérer les radios de manière juste, démocratique, équilibrée. Peut-être en prenant exemple sur la BBC, par exemple. Avoir un diffuseur, un émetteur public indépendant. Alors, comment nous en tirons-nous en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire? Il faut se pencher sur la situation. Mais ici, à Djouba, où il est 16h58, que dis-je au gouvernement lorsqu'il tente d'être draconien envers nous et dur? Eh bien, ce que je leur dis, c'est que quand les Nations Unies vous quitteront, on ne va pas emporter tout ce matériel avec nous. Nous gardons ces équipements pour vous par la suite, pour l'utiliser pour la nation. Et cela a été bien dit par Caroline quand elle a souligné, elle a dit que quoi que nous fassions, que cela soit chez Radio Okapi ou ailleurs, si nous quittons drastiquement, soudainement, abruptement, nous créons un vide de personnes qui sont habituées à notre travail et puis il y a ce vide, ça ne va pas. Donc la transition est très importante entre la fin de la mission et la remise de cet actif entre les mains d'un acteur local, national, capable de gérer cette radio. Mais soulignons que c'est coûteux, cela coûte cher de gérer ces choses-là, parce que les Nations Unies sont capables d'envoyer des techniciens dans des endroits difficiles d'accès pour maintenir des émetteurs, pour pouvoir toucher les personnes dans la région. Et quand notre successeur arrive, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de publicité, c'est bien difficile. Ça doit être dit bien davantage, je crois. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais demander aux intervenants d'être très brefs, car il est déjà 11 heures à New York. Abdoulaye, avez-vous peut-être des remarques ou des constats, des conclusions pour terminer? Et vous êtes en sourdine, monsieur. Rallumez votre micro, s'il vous plaît. I'm not sure if you heard. Yes. Yes, okay. Allez-y, monsieur Sangaré. Est-ce que vous avez des remarques de conclusion? Sinon, nous pouvons passer la parole aux autres orateurs, mais vous pouvez prendre la parole. Il y a peut-être un petit problème. André, avez-vous des remarques, réponses? Alors, répondre aux commentaires du doctorant. Bravo pour ce travail réalisé et aussi pour rebondir sur le travail du professeur. C'est lié à la transition. C'est un moment crucial. Et d'ailleurs, cela a également été souligné par d'autres intervenants. La transition doit être inscrite dans le long terme. C'est un processus à plusieurs étapes. Alors, tous les médias sont confrontés à une crise. Ils doivent trouver des solutions innovantes pour y faire face. La mission d'intérêt public est d'autant plus importante à l'heure actuelle. Et donc, dans le cadre de cette transition, et c'est d'ailleurs le message que je souhaite envoyer aux délégations ici, c'est que c'est progressif, c'est une approche à plusieurs étapes. Il y a des exemples. Rappelons qu'il y avait par le passé d'autres radios des Nations Unies qui ne fonctionnaient pas dans le cadre du département des opérations de maintien de la paix, mais dans le cadre de l'OCHA. Et ces radios ont été couronnées de succès dans leur transition.
Par exemple, en Somalie, la transition s'est bien passée. Donc, c'est une combinaison de ressources fournies par des bailleurs de fonds, par des programmes humanitaires, par des publicitaires aussi, par des fondations aussi, comme dans d'autres domaines. Voilà, merci beaucoup, Andrea. Caroline, vous avez le mot de la fin. Alors, tout d'abord, qu'il me soit permis de répondre à cette question. Comment travaille-t-on dans des contextes comme ceux du Mali, de la République centrafricaine ou du Burkina Faso? Nous travaillons avec des journalistes locaux. Nous nous appuyons sur leur connaissance de la culture locale, de la politique locale, des dynamiques locales, pour que, dans notre salle de rédaction, ces personnes puissent réagir à ce qui sera le plus important. Que va-t-on couvrir dans nos informations? Comment va-t-on traiter l'information? Et donc, ce faisant, grâce à cette inclusivité, on pourra déjà se demander est-ce qu'il y a une source, plusieurs sources. On se demandera aussi quel angle sera utilisé. Est-ce que l'angle va permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe, va pouvoir en tirer des enseignements? Et donc, ce sont des journalistes locaux qui sont formés. Et la désinformation à présent, il y a toujours eu des rumeurs. Aujourd'hui, la nouveauté, cela a été dit avec WhatsApp, pas forcément Twitter dans notre contexte, mais Facebook et WhatsApp plutôt. C'est la rapidité de la propagation de ces mensonges, de ces fausses informations et leur portée aussi. Mais parfois, tout reste dans l'espace numérique. Donc, à mon sens, relier les médias locaux et vérifier ce qui se passe, vérifier que ce qui se passe en ligne, c'est vraiment ce dont les gens parlent au niveau local, dans le monde réel, c'est le rôle des journalistes. Parfois, c'est le cas. Alors, ces reportages doivent être traités dans la salle de rédaction pour être vérifiés et pour mettre en avant l'information réelle. Mais quand ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas donner une caisse de résonance à ces rumeurs, à ces fausses informations non plus. Donc voilà, je voudrais aussi me faire l'écho de ce qui a été dit par Guy pour la recherche. Au sein de la Fondation Hirondelle, nous sommes disposés à soutenir la recherche, à fournir des contenus aussi, à fournir des supports. L'idée étant d'approfondir cette question, à savoir comment entrer dans un paysage médiatique, comment gérer une radio des Nations Unies dans un paysage médiatique fragile, comment en sortir, comment assurer une transition. Et pour la transition, je voudrais le rappeler, cela ne nous appartient pas, cela doit être traité le plus tôt possible. Alors, on peut peut-être se demander comment peut-on gérer la transition en dehors du départ de la mission? Parce que souvent, les échéances politiques entravent toute projection, entravent toute capacité des personnes impliquées dans les radios des Nations Unies à penser à la transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fondation Hirondelle et à l'UNESCO d'avoir été notre partenaire à l'occasion de cet événement. Merci à tous les intervenants. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'événement en salle et sur Zoom. Alors, désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous contacter. Nous espérons que cette conversation va continuer. Merci à toutes et à tous et bonne journée à toutes et à tous. Et vos interprètes vous remercient de votre attention et vous souhaitent une bonne journée. Au revoir.